Chères étudiantes et chers étudiants, bonjour. Nous revoilà réunis encore une fois à travers cette vidéo pour continuer sur ce deuxième chapitre, les nutritions minérales des plantes supérieures, dispensées pour les étudiants de filière SVI, semestre 4, module physiologie végétale, à la faculté des sciences de Dharm Hagas de Fès. Donc, rappelez-vous, on s'est arrêté la dernière fois au troisième paragraphe, les rôles métaboliques des éléments minéraux essentiels. Dans ce paragraphe, on va voir 4 points. Le premier sur la mobilité des éléments essentiels, le deuxième sur les concepts des concentrations critiques et de carence, troisièmement les symptômes liés aux carences minérales et on finira par quelques traitements des déficiences en nutrition minérale, ça veut dire la fertilisation. Donc, commençons par ce troisième paragraphe, donc sur les rôles métaboliques des éléments minéraux essentiels. Le premier point sur la mobilité des éléments essentiels. Donc, pour comprendre cette mobilité des éléments essentiels au sein de la plante, on a classé ces éléments essentiels, aussi bien les macro-éléments, comme vous le remarquez, que les micro-éléments en deux classes. Les éléments mobiles et les éléments minéraux immobiles. Donc, vous voyez ces éléments minéraux classés en fonction de leur mobilité au sein de la plante et de leur tendance de translocation, c'est-à-dire de transport ou de mobilisation pendant les carences. Donc l'azote, le potassium, le magnésium, le phosphore, le chlore, le sodium, le zinc et le molybdène seraient des éléments très mobiles au sein de la plante. Par contre, le calcium, le soufre, le fer, le bore et le cuivre sont des éléments qui sont immobiles. Donc, ces symptômes de carence aiguë rapporter un élément essentiel particulier dépendent du degré avec lequel cet élément va être mobilisé, surtout des feuilles âgées vers les feuilles jeunes. Vous savez que les feuilles âgées sont situées vers le bas de la tige, par contre les feuilles jeunes qui sont en croissance sont vers le haut. Et donc la plante a tendance à mobiliser ces éléments minéraux des tissus âgés vers les tissus en croissance pour permettre la croissance et le développement des tissus et donc de la plante pour passer par exemple du stade plantule au stade plante adulte. Elle va mobiliser toujours ces éléments minéraux d'une partie vers une autre. Donc, certains éléments tels que l'azote, le phosphore et le potassium que vous voyez ici, ce sont les éléments qui font souvent déficience dans les sols, surtout les sols agricoles. Et donc, les agriculteurs ont toujours besoin d'ajouter ces engrais minéraux, on va en parler bien sûr vers la fin de cette séance, peuvent facilement passer d'une feuille à une autre. Par contre, le bore, comme vous le voyez, le fer qui est très important aussi, le calcium qui rentre dans la structure même des tissus végétaux sont relativement immobiles dans la plupart des espèces végétales. Donc sur le schéma qui va suivre, on va voir justement cette translocation ou cette mobilisation des feuilles âgées, comme je disais tout à l'heure, qui sont toujours situées vers le bas de la tige, vers les feuilles jeunes en croissance, donc notamment pour l'azote qui est donc contenu dans les acides aminés, il va être mobilisé des feuilles âgées vers les feuilles jeunes. Donc s'il y a une carence au niveau du sol, ça va se répercuter sur les feuilles âgées qui vont jaunir. C'est ce qu'on appelle la chlorose. On va en parler bien sûr tout à l'heure. Par contre, les feuilles jeunes, elles vont rester vertes parce que l'azote a été mobilisé vers ces jeunes feuilles qui sont en croissance. Par contre, s'il y a une carence qui est vraiment sévère et sur une longue période, donc toute la plante du maïs, ici c'est une plante de maïs, j'ai oublié de le préciser, va jaunir. La carence va se répercuter sur toutes les feuilles. Donc, pour récapituler, si un élément essentiel est mobile, les symptômes de carence ont tendance à apparaître en premier dans les feuilles les plus âgées. Par contre, la carence d'un élément essentiel immobile sera évidente d'abord dans les jeunes feuilles parce qu'il n'est pas mobilisé vers les jeunes feuilles. Donc, s'il y a une carence, c'est les jeunes feuilles qui vont présenter ces symptômes de carence.
Bien que les mécanismes précis de cette mobilisation des éléments nutritifs n'est pas bien élucidé, c'est en cours d'investigation, on soupçonne que certaines hormones végétales comme les cytokinines seraient impliquées dans ces mécanismes de mobilisation. Et là, sur cette photo, je crois qu'en automne, vous avez eu tous l'occasion de voir ces feuilles qui changent de couleur parce que les journées deviennent courtes et donc l'intensité lumineuse aussi devient moins intense et donc la synthèse de la chlorophylle ferait défaut dans les feuilles. C'est pour ça que ces pigments qui sont normalement présents au niveau des feuilles mais qui seraient cachés par la chlorophylle vont apparaître et en même temps, donc chez les arbres à feuilles caduques, c'est-à-dire les arbres qui vont perdre leurs feuilles en automne et en hiver, ils vont mobiliser les éléments minéraux mobiles et importants comme l'azote, le phosphore, le potassium, le magnésium. Donc, ils sont retirés de ces feuilles qui vont tomber, ces feuilles sénescentes, et qui vont être donc mobilisées vers la tige et quand il y a le retour du beau temps, c'est-à-dire au printemps, les feuilles qui vont recommencer à pousser, donc en croissance intense, il y aura cette remobilisation de tous ces éléments minéraux mobiles vers les feuilles jeunes en croissance. Donc, vous voyez ici, par exemple, un arbre qui est complètement nu parce que il a perdu toutes ses feuilles, ou un autre arbre qui a donc les feuilles qui ont changé complètement de couleur. Ils sont plus vertes parce que, comme je disais, en automne, la durée de la journée va diminuer et donc la capacité des plantes à synthétiser la chlorophylle devient très réduite. Les caroténoïdes et les xanthophiles, donc qui sont ces pigments qui donneraient cette coloration jaune et orangée aux feuilles, vont commencer à apparaître et devenir visibles parce qu'elles étaient cachées par la chlorophylle, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc l'eau et les éléments nutritifs mobiles vont être entraînés dans les tiges à partir des feuilles et il y a donc un autre pigment qui serait synthétisé en masse donc, au niveau des cellules sénescentes, ce sont les anthocyanes qui donnent cette coloration rouge et pourpre au niveau des feuilles. Certaines espèces en particulier comme les chênes, donc certains conifères, elles produiraient de grandes quantités de tanins qui donneraient cette coloration brune aux feuilles, surtout pour les feuilles qui vont tomber sur le sol. Donc tous ces, tous ces pigments, caroténoïdes, pardon, xanthophiles, anthocyanes, tanins, appartiennent à la famille des flavonoïdes, c'est-à-dire la grande famille des polyphénols qui sont vraiment très à la mode, très étudiés parce qu'ils ont ces propriétés antioxydantes, antibactériennes, antifongiques, etc. Et donc, euh, vraiment très, très étudiés dans des laboratoires dans le monde. On va passer au deuxième point, les concepts de concentration critique et de carence. Et l'analyse des tissus végétaux révèle souvent des carences minérales. Donc, comment cette déficience en minéraux va perturber le métabolisme et le fonctionnement des plantes? On leur a attribué le terme d'essentiel parce qu'ils sont essentiels dans le métabolisme de la plante. Et donc, une déficience en ces éléments va se répercuter par des symptômes qu'on va évoquer par la suite. Donc, cette courbe que vous voyez ici, qu'on appelle en fait la courbe d'action, elle est subdivisée en trois parties, comme vous le voyez, une zone de déficience, une zone adéquate ou optimale, et puis une zone toxique. Comment on peut tracer cette courbe? C'est tout simplement en arrosant la plante, donc, ou les plantes en croissance, avec la nutrition minérale complète, avec tous les éléments, sauf un seul élément qu'on va ôter et qu'on va additionner à des concentrations croissantes. Donc, pour obtenir cette courbe, donc les plantes sont cultivées dans des conditions dans lesquelles la concentration d'un seul élément essentiel est variée. Alors, comme je viens de le dire, tous les éléments
les autres éléments sont suffisamment disponibles dans la solution nutritive. La variation de la concentration de cet élément nutritif au cours de la croissance des plantes se répercute sur la croissance et le rendement. Donc, vous voyez, avec cette flèche, on a déterminé une concentration très importante. En fait, c'est la concentration qu'on appelle la concentration critique qui donne le maximum de croissance. Au-dessous de cette concentration critique, la croissance, elle est vraiment complètement inhibée, donc très réduite. Et au-dessus de cette concentration, on n'a pas un avantage. C'est-à-dire, même si on augmente la concentration de l'élément en question à des concentrations de plus en plus importantes, on n'a pas une augmentation de la croissance ou du rendement. C'est ce qu'on appelle en fait cette zone, c'est la consommation de luxe. C'est vraiment un gaspillage. Et justement, l'agriculteur ne doit pas tomber dans ce gaspillage parce qu'on a tendance à ajouter des engrais minéraux à outrance au niveau du sol. Et ça engendre même parfois la toxicité, comme vous le voyez ici. Si les concentrations sont très élevées, on tombe dans la toxicité et la croissance, elle est vraiment très inhibée. Et ici, si on augmente la concentration au-dessus de la concentration critique, on n'augmente pas la croissance. Donc la concentration critique, c'est la concentration des éléments nutritifs en dessous de laquelle on est dans la croissance réduite. Donc pour récapituler ce qu'on vient de dire, 3 zones. Comme je viens de le dire, au-dessous de la concentration critique, le niveau de nutriments va limiter la croissance. Au-dessus de cette concentration critique, il n'y a aucun avantage, comme je dis, c'est donc une consommation de luxe, c'est du gaspillage en fait. L'augmentation du rendement ne va pas augmenter, même si on va ajouter le nutriment à des concentrations plus élevées. Et malheureusement, tous les éléments vont finir par devenir toxiques si les concentrations sont très très élevées. Rappelez-vous de l'exercice que je vous ai donné en TD, exercice 5. Donc, on a tracé cette courbe d'action et donc pour les tomates, si on fournissait à des concentrations de 300 kg à l'hectare, on tombe dans la toxicité. Et donc, au lieu d'augmenter le rendement, on va réduire le rendement des tomates. Notez bien, en fait, qu'une carence ne signifie pas que l'élément est totalement absent, mais seulement que la concentration fournie est inférieure à celle de la concentration critique. Donc, pour récapituler, pour chaque plante, le besoin d'un élément particulier est défini par le terme de concentration critique, c'est-à-dire la concentration mesurée dans les tissus est située juste au-dessous de la concentration qui provoque la croissance maximale, d'après cette définition de Hostein en 1972. Donc, si la concentration fournie est supérieure à la concentration critique, on n'a aucun avantage, comme je disais tout à l'heure, puisque on a obtenu l'optimum. Et si on ajoute aucun effet d'amélioration sur la croissance ni sur le rendement. Si la concentration fournie est inférieure à la concentration critique, cette croissance va diminuer d'une façon brutale. Donc, rappelez-vous de la première zone à gauche. Contenu en nutriments devient donc très déficient. Par contre, quand la concentration tissulaire en un élément devient très très importante, donc concentration très élevée, ce nutriment va devenir toxique pour les plantes et il va inhiber la croissance. Donc, en macroéléments, à votre avis, est-ce que la toxicité est importante ou plutôt en microéléments qui présenteraient justement une toxicité plus élevée? Eh bien, je pose toujours cette question aux étudiants et ils répondent donc avec des réponses justes. C'est en fait les microéléments qui vont mener à une toxicité
plus rapidement que les macroéléments parce que la plante, elle en a besoin qu'à des concentrations très faibles, infinitésimales en microéléments par rapport aux macroéléments. Donc, on peut tomber plus facilement dans la toxicité avec les microéléments. Et donc, le tableau qui va suivre va élucider ce que je viens de dire. Donc, vous voyez ici tous les microéléments, les oligoéléments comme le bore, le cuivre, le fer, le manganèse, le molybdène et le zinc qui sont fournis à des concentrations donc très faibles de l'ordre de 0,25 millimolaire à 0,25, pardon, 0,5 millimolaire. Et donc, vous voyez déjà qu'on est dans la toxicité pour certains éléments comme le molybdène, ce jaunissement, cette chlorose, la réduction de la croissance. Tous ces éléments, surtout le fer, vous voyez, le fer, il est parfois considéré comme macroélément parce que c'est très important pour la croissance et, le développement des plantes. Il est toujours sous forme ferrique, donc le Fe3+, ou ferreux, Fe2+. Mais le fer, il fait souvent déficience parce qu'il est très soluble dans le sol. Il est perdu par lessivage. Il faut donc ajouter souvent des chélateurs pour le chélater et pour qu'il soit disponible pour la croissance des plantes, pour l'absorption racinaire. Donc, on va avoir l'occasion d'en parler, mais vous voyez donc cette inhibition de la croissance et ces symptômes de déficience par les microéléments qui sont fournis à des concentrations très faibles. Les symptômes, troisième point, les symptômes liés aux carences minérales. Donc, comme chaque élément exerce un ou plusieurs rôles dans une structure bien donnée ou dans une fonction spécifique, son absence va se manifester par l'apparition de symptômes biochimiques ou morphologiques liés à cette carence. Parfois, donc, la symptôme reflète nettement la fonction de l'élément. Par exemple, la chlorose, due à l'absence du magnésium, résulte du fait que la plante est incapable de synthétiser la chlorophylle. Donc, l'absence des éléments essentiels provoque des symptômes de carence. Elles sont essentielles parce qu'elles rentrent dans des fonctions métaboliques importantes au sein de la plante. Les symptômes de carence sont caractéristiques, ils sont observés à cause de ces fonctions métaboliques. Par exemple, on vient de donner l'exemple du magnésium et la chlorophylle. Donc, ces réponses à la carence vont se manifester par cette chlorose. Donc, ça dépend justement des espèces végétales, mais la plupart des espèces végétales vont montrer donc ce jaunissement. On va donner des exemples tout à l'heure pour mieux comprendre. Et ce jaunissement va être un précurseur de la nécrose qui est la mort complète des tissus végétaux. Donc, sont exprimés lorsque la fourniture d'un métabolite essentiel devient limitant dans l'environnement, notamment au niveau du sol, pour l'absorption racinaire. Les concentrations des éléments sont limitantes pour la croissance quand elles sont en dessous de la concentration christique. Rappelez-vous donc cette courbe d'action qu'on vient de montrer à l'instant. Et donc, toujours se référer à cette courbe d'action et donc à cette concentration critique qui nous permet de doser la concentration essentielle et importante qu'il faut ajouter dans la solution du sol pour ne pas tomber dans la déficience et ne pas gaspiller non plus la concentration qu'il faut fournir pour avoir la croissance optimale ou le rendement donc le meilleur rendement qu'on puisse obtenir avec justement une solution nutritive bien dosée. Donc, vous voyez ici la chlorose et ici la nécrose. La chlorose, donc ce jaunissement, et la nécrose, c'est vraiment la mort complète des tissus qui devient desséchée et brune,
complètement morts. Ici, c'est une expérience qui a été faite avec un étudiant en thèse qui a travaillé sur la tomate. Donc, vous voyez ici, c'est la plante contrôle. Et ici, on fournit la solution nutritive contenant tous les éléments essentiels et importants, donc les 16 éléments qu'on avait énumérés tout au début de ce chapitre. Ici, on va ôter le phosphore, on va ôter le calcium, le fer ou l'azote. Et on va voir la répercussion sur, sur la plante. Donc, vous voyez déjà, il y a une diminution de croissance par rapport à la plante témoin. En plus, donc, il y a des répercussions au niveau des feuilles par déchlorose, nécrose. Donc, vous voyez par exemple l'azote qui est un élément mobile. On va voir qu'il y a une diminution donc, on va voir que les feuilles vont devenir